Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous voulions avec vous faire le point sur l'état du plan Trump, on va dire, de ce que l'on appelle le plan Trump, la seconde phase du plan Trump, avec des déclarations qui peuvent encore une fois susciter, on va dire, le doute, en tout cas, quant aux réelles intentions du président américain. Le président Trump a été apparemment froissé par l'initiative israélienne d'éliminer Raed Saad, le numéro 2 du Hamas. Il l'aurait dit, il l'aurait sous-entendu, en tout cas, il aurait au moins répondu dans une question à une journaliste que qu'il était en train de vérifier si c'était dans le cadre, c'était une violation possible du cessez-le-feu. Vous croyez que si ce sont des déclarations pour le principe, pour on va dire apaiser, on va dire ses alliés arabes, surtout alors que se déroule à Doha une réunion importante qui peut peut-être permettre la formation de cette fameuse force multinationale? Je pense que c'est un mélange de ce que vous avez dit. D'abord, je pense que c'est important de savoir que ça a été d'abord repris par le site Axios, qui est Oui. souvent extrêmement bien informé en fait sur ces sujets. Il semble que Barack Ravid ait un accès direct au président Trump. C'est aussi un moyen sans doute pour l'administration Trump de faire passer des messages. Donc, les premières déclarations qui ont eu lieu par le site Axios ont permis de faire passer des messages au gouvernement israélien pour dire que le président Trump était moyennement satisfait, en tous les cas qu'il avait à l'œil, je dirais, les actions du gouvernement israélien. Ensuite, c'est vrai, peut-être encore plus significatif, le président Trump lui-même en a parlé directement des journalistes en disant qu'il allait regarder ce qui s'était passé. C'est un moyen, je dirais, de maintenir une certaine pression. Mais je vous rejoins également sur ce que vous indiquez. C'est aussi un moyen, et c'est souvent le cas avec Donald Trump, c'est aussi un moyen pour lui d'envoyer un message à ses alliés arabes pour leur montrer, notamment les pays du Golfe en particulier et surtout l'Arabie saoudite, de dire, voilà, je ne soutiens pas à 100% l'État d'Israël, je leur maintiens une certaine pression. Donc c'est toujours un moyen pour l'administration Trump et Trump en particulier de maintenir un certain équilibre dans sa diplomatie. On sait que dans les dernières semaines, plutôt, il y a eu un vrai rapprochement avec l'Arabie saoudite. La vente des F-35 en est un exemple extrêmement frappant. Également les déclarations du sénateur républicain Lindsey Graham, qui a dit que la normalisation avec l'Arabie saoudite devait passer par sans doute la création d'un État palestinien. Donc tous ces signaux, ça montre vraiment une volonté d'équilibre de Donald Trump dans la région et de ne pas, je dirais, donner carte blanche à Israël sur la situation à Gaza. Alors, sans donner carte blanche à Israël, euh, le président Trump dit de manière assez optimiste qu'il va former cette force internationale, qu'il y a des pays qui sont déjà candidats à envoyer des soldats, alors que quand on voit ça vu d'Israël, on a vraiment l'impression qu'on ne se bouscule pas au portillon pour faire participer à cette force-là, que à part les Turcs qui ne sont pas en odeur de sainteté à Jérusalem, ben, on ne voit pas vraiment qui va venir s'installer, ou en tout cas même ne serait-ce que participer à une force multinationale et encore moins une force qui serait capable de désarmer le Hamas. Vous savez, ça, moi, ça me fait penser à quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir. Mais Donald Trump, ici, est le spécialiste pour dire, notamment, l'économie va très, très bien, il n'y a plus d'inflation. Donc, il y a un décalage entre les paroles de Donald Trump et la réalité. Et en fait, Trump estime qu'il y a une espèce de quasiment à partir du moment où il annonce quelque chose, la chose se fait. Il y a une espèce de positive thinking, de pensée positive, qui est de dire, à force de répéter quelque chose, c'est un peu ce qui va se passer. Il y a par rapport à à l'instauration du plan Trump, pour moi, il y a aussi cette démarche de dire tout va bien, tout est sous contrôle, nous rentrons dans la phase 2. Il a aussi dit les pays se bousculent au portillon aujourd'hui pour venir aider cette force multinationale, alors que ce n'est absolument pas vrai, que la situation sur le terrain n'est absolument pas stabilisée. Mais il y a toujours chez Donald Trump une espèce de parole performative, mais qui est vraiment en décalage avec la réalité. Donc je pense que c'est aussi à cette aune qu'il faut voir, je dirais, ces propos qui n'ont pas grand-chose avec la réalité. C'est vrai que parfois, on peut être un peu dérouté entre juste l'observation factuelle de la réalité et les propos de Donald Trump qui estime qu'à force de répéter quelque chose, les choses vont finir Ouais. par se mettre en place et que la réalité finalement va se finir par se plier à sa volonté. On sait que ce n'est pas toujours le cas, et surtout en ce qui concerne la diplomatie et en ce qui concerne surtout la guerre entre Israël et ses voisins. Ouais, donc c'est la méthode Coué à la mode Trump. Voilà, méthode Coué. Je cherchais le mot, c'est la méthode Coué, c'est Voilà. exactement ça. Alors, concrètement, est-ce que on se prépare à cette rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump qui doit intervenir le 29 décembre, donc dans une dizaine de jours? Euh, Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle rencontre alors qu'on est dans une phase d'incertitude concernant l'avenir de la bande de Gaza? C'est un vrai sujet. Je pense que d'abord, c'est important.
de montrer, avec toutes parfois les nuances qu'on peut amener dans la relation israélo-américaine, le fait que Donald Trump veut ménager ces pays arabes, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a encore cette alliance entre Israël et les États-Unis, elle existe, et le fait que Benjamin Netanyahu soit reçu une nouvelle fois, je crois que ça va être la 6e ou 7e fois depuis le retour de Donald Trump, c'est déjà un signe en soi. Et je pense que c'est important en termes même de politique intérieure pour Benjamin Netanyahu de montrer à son opinion publique qu'il est reçu une nouvelle fois à la Maison-Blanche, ça c'est important. Je pense que c'est aussi important pour Benjamin Netanyahou d'aller à Washington pour contrer l'influence des pays arabes et en particulier de l'Arabie Saoudite qui vraiment pose ses pions, pose ses jalons auprès de Donald Trump. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Ce qui peut en sortir, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que Benjamin Netanyahou va essayer, je dirais, de récupérer un petit peu l'oreille de Donald Trump pour éviter en fait de se voir imposer des choses qui sont inacceptables. Vous avez parlé de la Turquie, c'est vraiment une affaire qui est inacceptable pour lui. L'autre chose qu'on peut attendre de Benjamin Netanyahou, c'est de demander à Donald Trump d'y aller peut-être un petit peu plus doucement sur l'idée de reconnaissance d'un État palestinien. On sait que pour Benjamin Netanyahou, c'est inacceptable sur le fond. C'est aussi inacceptable alors qu'il rentre en année électorale. Je pense qu'il a aussi envie de montrer à son opinion publique qu'il n'est pas prêt à se laisser complètement manipuler par Donald Trump. Donc vous aurez sans doute peut-être une déclaration qui montrera que c'est un horizon vers une solution politique et sans doute pas l'État palestinien. Ce qui est sûr, c'est que c'est important pour Benjamin Netanyahu de récupérer un peu le narratif par rapport aujourd'hui à clairement une opinion, en tout cas l'administration américaine, qui penche plutôt vers l'Arabie Saoudite que vers Israël. Donc je pense que c'est important de rééquilibrer ça pour Israël aujourd'hui. Alors, dites-nous par exemple aux États-Unis si la perception que l'on a aujourd'hui de la situation dans la bande de Gaza, elle est la même, on va dire à New York ou à Washington et à Jérusalem. C'est-à-dire, est-ce que quelque part les Américains permettront à Israël de ne pas, par exemple, se replier son armée sur une nouvelle ligne, on va dire plus à l'intérieur, plus vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza, tant que eh bien, le Hamas n'est pas désarmé, tant que la bande de Gaza n'est pas démilitarisée, tant que, on va dire, tant que les conditions de la phase 2 ne sont pas, ou alors vous pensez au contraire qu'il va y avoir des pressions peut-être pendant cette rencontre, des pressions sur Benjamin Netanyahou pour que il donne un contenu à cette phase 2 en se retirant, par exemple, en repliant son armée et peut-être en essayant de mettre le Hamas au pied du mur. Vous savez, il y a quelque chose. Donald Trump, il est impatient et Benjamin Netanyahu, il est extrêmement habile. Ce que veut Donald Trump, le plus important pour lui, c'est la perception que le conflit à Gaza est réglé et que la guerre est terminée. C'est le plus important pour lui, plus encore que, je dirais, l'instauration d'une force multinationale et du plan 2. Il aimerait qu'on aille vers le plan 2, mais le plus important pour lui, c'est que les combats ne reprennent pas. Et je pense que tout le but de Benjamin Netanyahou, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre de choses inacceptables, mais qui ne mettent pas en cause le cessez-le-feu de façon à ce que Donald Trump puisse continuer à dire qu'il a réglé le problème. Je pense que c'est le plus important pour Benjamin Netanyahou de montrer à Donald Trump que la situation est sous contrôle. En revanche, vous avez à Washington des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent carrément aller vers je dirais, la mise en place de la deuxième partie. Ce qui peut, entre guillemets, sauver Benjamin Netanyahou, c'est qu'on sait que Donald Trump n'aime pas trop les détails, n'aime pas trop les négociations longues et ardues. Donc, à partir du moment où le cessez-le-feu est respecté, sans doute, il y a une marge de manœuvre ici pour Benjamin Netanyahou de garantir les intérêts stratégiques de sécurité d'Israël sans reprendre la guerre. C'est sans doute vers ça qu'on risque d'aller, en tout cas que va essayer de vendre Benjamin Netanyahou. Alors, une dernière question, Sébastien, elle est liée bien entendu à l'attentat de Sydney. Les Israéliens ont clairement réagi en affirmant que la politique, on va dire, menée par le gouvernement australien était en partie responsable de la haine antisémite qui a provoqué cet attentat. Est-ce que vous pensez que Donald Trump tire les leçons aussi de cet attentat, qu'il ne veut pas aussi avoir de menaces d'attentat de ce type sur le territoire américain et que d'une certaine manière, il fera tout pour préserver, on va dire, l'immense communauté juive américaine, faire en sorte que, par exemple, les Juifs de New York avec Mamdani, eh bien, se sentent plus rassurés. Alors, c'est un vrai sujet. La hausse des actes antisémites aux États-Unis, elle est majeure, en Oui. particulier depuis le 7 octobre, mais elle avait précédé le 7 octobre. Donc, c'est véritablement un sujet de sécurité nationale pour les États-Unis qui dépasse de très très loin la ville de New York.
Donc oui, on peut clairement penser que le président américain, pour le coup, là-dessus, est sans ambiguïté, comme l'était d'ailleurs Joe Biden, c'est-à-dire volonté évidemment de mettre tout en œuvre pour éviter tout attentat qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé à la tuerie antisémite de Sydney, sachant une chose, et c'est important de le rappeler pour les auditeurs, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui contrôle les polices. Par exemple, la police de New York n'a strictement rien à voir avec une espèce de ministère de l'Intérieur. C'est pas du tout géré comme ça. Donc, et c'est pas nécessairement quelque chose qui rassure, par exemple, les Juifs de New York. La police de New York, elle dépend du maire de New York. Et donc, évidemment, je vous parle depuis New York ici. Vous avez une certaine inquiétude aujourd'hui de la part des Juifs de New York de dire que va faire Mamdani. Est-ce qu'il va continuer à protéger les Juifs de New York de la même façon? Est-ce qu'il va continuer à mettre les mêmes budgets pour notamment protéger les Juifs? Il s'est engagé à le faire, mais c'est vrai que vous avez une certaine nervosité. Et là-dessus, pour le coup, le président américain, évidemment, a les moyens à sa disposition sur le FBI, mais il ne contrôle pas la police de New York. Et c'est ce qui explique une certaine nervosité des Juifs, en particulier à New York. Je le répète, 1,5 million de Juifs à New York. Il y a encore eu un incident très grave dans le métro de New York Oui, hier, où quelqu'un de c'est Chabad a Chabad. été agressé dans le métro. Et c'est vrai que vous avez une vraie nervosité ici. Oui, bien entendu, il faut rester vigilant à ce sujet, bien entendu. Merci beaucoup, Sébastien Merci. Lévy, d'avoir répondu à nos questions, en tout cas ce matin, sur ce développement autour de la politique du plan président Trump, la politique, la mise en application de cette fameuse phase 2 du plan Trump. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous ce matin. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.